Bonjour à tous et bienvenue au dernier épisode de la deuxième saison d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Déjà? Je le sais, ça a passé vite. Il me semble qu'on aurait eu encore 1 million de sujets desquels on aurait pu parler, là. Oui, avec toutes les suggestions qui continuent de rentrer, oui, effectivement, je pense qu'on pourrait, si on voulait faire plusieurs saisons. Là, on va vous demander de slacker un peu, s'il vous plaît. On a chacune des jobs à temps plein, là. Mais vous en envoyez beaucoup, c'est bien. On a une idée de ce qui vous intéresse, c'est que c'est quand même super intéressant. Mais oui, je trouve que ça a passé super vite. Je suis comme, quand on a fait le retour un peu de tous les épisodes qu'on a fait, je suis ah oui, c'est vrai, on a parlé de ça. On a parlé de ça. Oui, c'est vrai. Puis là, aujourd'hui, Evelyne, en fait, avec notre sujet, j'ai l'impression que là, je pourrais juste quitter et te laisser parler. Mais c'est pas ce qu'on va faire, au contraire. Profite de l'occasion pour poser toutes les questions que tu as en tête et je devrais être capable d'avoir des réponses. On voit le plus de cette façon-là. Mais ça nous a été demandé. Fait qu'on parle de qui aujourd'hui, Evelyne? De la seule, l'unique et méconnue et mal connue Cléopâtre. Alors, ça y est, on entre dans une des femmes les plus mythiques de l'histoire, mais je tiens à dire une des femmes dont l'histoire est mal connue ou souvent teintée d'un faux mythe, en fait, qui a été véhiculé par les Romains, et ça marque encore, malheureusement, la perception qu'on en a en 2021. Donc, on est souvent très loin de la réalité en ce qui la concerne, que ce soit dans le traitement qu'on en fait à l'écran ou ailleurs. Alors, oui, ça y est, vous l'avez demandé, elle est là, Cléopâtre. Donc, elle était pas vraiment comme dans Astérix et Cléopâtre, c'est ce que tu me dis. Donc, Cléopâtre n'a pas l'air de Monica Bellucci. C'est ça que je comprends. C'était pas une bimbo non plus. Donc, on peut déjà commencer avec ça parce que tu sais que l'Égypte tire beaucoup de revenus du tourisme, bien que la pandémie ait fait très mal. Ils ont profité de la pandémie pour essayer d'ouvrir plein de sites puis tout ça pour que après les gens arrivent. Ils aiment pas quand on essaie de détruire des mythes qui profitent au tourisme. Et le mythe de Cléopâtre, la belle femme séductrice, un peu sorcière sur les bords, c'est payant pour l'Égypte. Les gens vont en Égypte en se disant « Ah bon, on va peut-être voir des ruines associées à Cléopâtre. » Il y en a très peu. La plupart sont sous l'eau, en fait, à Alexandrie. Donc, ça coûte très cher aller visiter ça, d'ailleurs, si tu veux faire de la plongée. Dans les faits, tu ne verras pas grand-chose de l'époque de Cléopâtre. Du moins, c'est minime. Et si tu n'as pas un guide qui te dit ça, c'est Cléopâtre représentée en la déesse Isis, tu ne sauras pas que tu as vu une représentation de Cléopâtre non plus. Eux, quand on dit qu'elle n'était pas nécessairement, c'est pas sa beauté qui a fait son charme, l'Égypte n'aime pas ça. Parce que ça nuit au tourisme, parce que ça fait partie d'un des attraits. On va-tu recevoir une plainte du ministère du tourisme de l'Égypte à la sortie de ce balado, Evelyne? Ça sent, même si Zahi Hawass parle peut-être un peu français, je suis le dernier de ses soucis, donc on n'a pas à s'inquiéter. De toute façon, ça a fait partie du débat que j'avais eu pour le jeu Assassin's Creed Origins, parce que, bon, j'ai été conseillère scientifique principale sur ce jeu-là, où j'avais dit, moi, j'embarque pas si vous en faites une bimbo sexy, parce que c'est pas ça. Finalement, au départ, il l'avait dessiné peut-être un peu plus sobre, et c'est Ubisoft en France qui avait dit non, les joueurs, si c'est Cléopâtre, achèteront pas le jeu, c'est pas cute. Donc, il a fallu se rencontrer à mi-chemin, d'ailleurs, par rapport à ça. Ça a été un petit débat dans la création de ce jeu. Ça fait en sorte que souvent, on a l'impression que cette femme-là a séduit, c'est le mot que les Romains vont même utiliser, 2 hommes puissants de l'époque romaine, Jules César, quand même, faut le nommer, et Marc-Antoine, parce qu'elle était belle et sexy. Ce qui ne correspond pas à ce qu'on a comme données. Quand tu regardes ses bustes, quand tu regardes ses pièces de monnaie, c'est encore plus impressionnant. Elle a un physique qui est, on va dire, ordinaire, avec un nez qui n'est pas l'impression qu'on peut avoir d'un joli nez. Tu sais, c'est un nez assez carré, très grec en fait, très profil grec. Elle n'a pas des traits nécessairement très fins et très féminins, on pourrait dire. Et d'ailleurs, quand on lit les textes de l'époque romaine, ils ne la décrivent pas comme une belle femme. Ça n'apparaît pas, ça. On parle d'une séductrice, mais on ne parle pas d'une séductrice en raison de son apparence physique. On dit que c'est sa voix, en fait, son intelligence qui avait attiré les hommes politiques. Plutarque a dit d'elle qu'elle avait une voix comme un tintement de clochette. Donc, quand elle parlait, c'était très, très impressionnant. Et c'est sûr qu'elle parlait quand même au moins 7 langues parlées autour de la mer Méditerranée. C'était une des femmes les plus polyglottes, femme ou homme, en fait, ça change rien. Une des personnes les plus polyglottes du monde méditerranéen à son époque. Elle avait beaucoup de connaissances. C'est une femme très éduquée. Alors, c'est là où, en fait, elle pouvait séduire. Donc, c'est une femme qui a séduit pour son intelligence! Et c'est pas ce qui est passé dans l'histoire. Mais ça me fait penser à Élisabeth Ier aussi. Je trouve qu'Élisabeth Ier aussi avait la même réputation
réputation d'être très cultivée, de parler plusieurs langues, de pouvoir justement là maintenir des conversations intellectuelles, d'être très intelligente, d'être très aiguisée aussi là, je trouve. Fait que je trouve que ça se rejoint parce qu'Élisabeth Ier non plus est pas décrite comme étant une très belle femme. Ah non, puis avec le blanc de cirrhus qu'elle mettait dans sa face, puis les trous qu'elle avait au visage, puis les dents noires à cause du sucre qu'elle mangeait, oublie ça. Cléopâtre avait probablement des plus belles dents qu'Élisabeth Ier. Désolée pour ce détail. Elle avait les dents tellement pourries qu'il fallait qu'elle mette un éventail devant sa bouche parce qu'elle avait mauvaise haleine, Élisabeth. Il y avait pas ça dans le film Élisabeth, en tout cas, je vais juste le dire. Kate Blanchett a des super belles dents. Des trop belles dents, d'ailleurs, une trop belle peau pour l'époque, parce que cette espèce de fond de teint blanc de l'époque avec du plomb, ben ça faisait juste trouer la peau, là. Plus t'en mettais, pire c'était. Alors, à l'époque de Cléopâtre, il n'y a rien de ça. Cléopâtre était peut-être une beauté plus naturelle, je te dirais. Mais là, on dit beauté. Du moins, son apparence était plus naturelle que celle d'Élisabeth, très clairement. Mais oui, ça fait partie avec une Marie-Thérèse d'Autriche aussi, des femmes d'État qui, parce qu'elles étaient des femmes au pouvoir, pendant longtemps, du point de vue de l'histoire ou de l'historiographie, on a eu tendance à insister sur leur féminité, sur les aspects féminins pour déterminer leur règne, plutôt que de justement neutraliser ça et de voir qu'est-ce qu'elles ont fait comme chef d'État. Et donc, justement, ne pas genrer la politique. C'est toutes des femmes qui ont subi ça beaucoup du point de vue de l'histoire et des historiens. Malheureusement, Cléopâtre arrive très, très haut là-dedans. Là. On a tous, là, 1001 connaissances vraies ou fausses sur Cléopâtre. Merci, Astérix! Ben, c'est ça! J'allais dire fort probablement toutes fausses, là. Mais j'aimerais qu'on commence, en fait, qu'on fasse l'histoire de Cléopâtre, là. Donc, elle est née où? Elle vient d'où? Est-ce qu'elle est comme d'origine noble ou elle est vraiment de basse extradition puis elle a réussi à se hisser au sommet? Oh non. Elle est de très haute société. On se positionne... Bon, elle est née de ce qu'on en sait vers à peu près 70 ou 69 avant notre ère. C'est sûr que ce qui est un peu dommage, c'est que les papyrus, qui est le papier de l'époque en Égypte ancienne, sont très abondants pour beaucoup d'époques, mais pas celle de Cléopâtre. C'est une époque qui est mal documentée, donc on manque malheureusement d'informations, je dirais, concrètes et tangibles la concernant. Mais on sait qu'elle serait née vers 70-69 avant notre ère. Et à cette époque-là, l'Égypte, depuis Alexandre le Grand, donc on parle des années 330 avant notre ère, est gérée par des Gréco-Macédoniens. Quand Alexandre le Grand meurt en 323, c'est son général et meilleur ami Ptolémée qui va prendre l'Égypte et qui va décider d'en faire un royaume et qui va protéger ce territoire-là parce qu'Alexandre le Grand adorait l'Égypte. C'est là qu'on va le déclarer un dieu dans l'oasis de Siwa où l'oracle du dieu Amon a dit qu'il était un dieu. Et là, ben, ça va faire toute sa propagande. Mais c'est aussi Alexandre qui avait choisi en Égypte, sur le bord de la Méditerranée, ce qui allait devenir le port de son supposé empire, s'il n'était pas mort trop jeune, qui va devenir la ville d'Alexandrie qui va porter son nom. Donc, quand Ptolémée fait ça, le premier Ptolémée, il donne naissance à une nouvelle dynastie en Égypte, qui est une dynastie gréco-macédonienne. C'est la dynastie des Ptolémées ou des Lagides, parce qu'il s'appelait Ptolémée Lagos, donc on va souvent utiliser les deux termes. L'Égypte ptolémaïque. Pour simplifier le tout, c'est vraiment gentil. Voilà. Et Cléopâtre est la dernière de cette grande lignée, dont les premiers souverains ont été exceptionnels. Je veux dire, c'est le développement d'Alexandrie, de la bibliothèque, de tout le complexe scientifique qu'on appelait le musée d'Alexandrie, auquel elle va avoir accès d'ailleurs. Alexandrie va devenir le port le plus important de Méditerranée, une des villes les plus cosmopolites et les plus intellectuelles aussi. On voulait dépasser Athènes. On voulait qu'à la bibliothèque d'Alexandrie, il y ait des copies en grec de tout ce qui existait. On avait une copie de la Torah juive. On avait tout, en fait, à cette bibliothèque-là. Cléopâtre hérite un peu de tout ça, mais il faut dire que les Ptolémées ont eu cette fâcheuse tendance à se marier entre eux, de très très proches lignées, ce qui, dans les dernières générations, a donné peut-être des petits problèmes mentaux chez certains d'entre eux. Mon égyptologue préféré, Christiane Desroches-Dobleco, a souvent dit à la fin, ils étaient tous tarés. T'as marqué mon esprit quand elle disait ça. Ça allait pas très bien. Donc, le père de Cléopâtre est un peu en liste là-dedans. Il s'appelle Ptolémée XII. Ou on l'appelle Ptolémée Olette parce que pour joueur de flûte, pour le musicien. Mais c'est pas quelqu'un qui était fait pour régner. C'était pas un homme d'État. L'Égypte commençait à avoir des problèmes politiques, économiques. Et elle était, je dirais, on va dire une alliée de l'Empire romain qui commençait à être vraiment, vraiment puissant. Là. Quand on est rendu vers 70 avant notre ère,
Angleterre, Rome est vraiment la capitale d'un immense empire méditerranéen. L'Égypte est comme un peu ce qui lui manque, en fait, dans son grand tour de conquête. Les Gaules s'en viennent aussi dans ce territoire-là. Ce sera pas très long avec Jules César, donc c'est un immense empire. Donc, Cléopâtre naît dans ce contexte-là, et quand son père meurt, elle a 18 ans, et c'est une femme terriblement éduquée. Donc, elle a passé son enfance à la bibliothèque d'Alexandrie à apprendre, comme je disais, beaucoup de langues, mais à s'éduquer sur toutes les affaires, tout ce qui concernait la politique, la géographie. Donc, elle connaissait bien, en fait, l'univers dans lequel elle vivait. Mais j'ai une question. Oui! Je vois que t'étais pas sûre, j'ai levé le doigt. Oui, j'ai ralenti. Oui. Mais c'est que quand son père est décédé, est-ce qu'elle était première en liste? Est-ce que les femmes pouvaient prendre le trône? En théorie, non, mais dans l'histoire des Ptolémées, parce que souvent, bon, il y avait des assassinats, des complots et tout ça, les femmes ont quand même joué un rôle politique, peut-être des fois de deuxième plan, ou comme régente, des fois, le temps qu'un fils arrive au pouvoir. Cléopâtre, c'est un peu particulier. Elle a 18 ans, comme je te disais, bon, elle est prête à prendre le pouvoir, mais dans les faits, il faut que le pouvoir soit transmis à un homme. Sauf que son frère, Ptolémée XIII, a à peu près 10 ans à l'époque, ce qui fait que le père les a comme mariés symboliquement. Donc, on s'entend que c'est pas un mariage où Cléopâtre va coucher avec son frère de 10 ans, là, mais c'est un mariage politique pour faire en sorte que le temps que son jeune frère apprenne le travail, elle soit là aussi pour gérer. Et ça, dans l'histoire, on en a vu d'autres exemples, surtout en Égypte, entre autres avec Hatshepsut bien avant. C'est ce qu'elle a fait pour son beau-fils, Thoutmôsis III. C'est un peu ce qui était destiné à Cléopâtre. Mais l'entourage qui va s'occuper du jeune Ptolémée XIII a peur d'elle parce que c'est une femme très futée. Là. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est capable de gérer le pays. Et c'est quelqu'un qui, justement, va... Ne dira pas je suis un homme, ne regardez-moi, parce que bon, on parle d'Élisabeth, la reine vierge, tu sais, devant tantôt, ces femmes qui souvent vont essayer quasiment de masculiniser un petit peu leur fonction. Cléopâtre ne joue pas ce jeu-là. En fait, au contraire, elle s'associe à la déesse Isis, elle va volontairement s'associer à une déesse féminine qui était quand même la déesse de la magie, la protectrice des femmes, une déesse très puissante, en fait, en Égypte, une des plus vénérées. Elle va volontairement choisir des symboles féminins pour dire, je suis une descendante des dieux, mais je suis surtout une descendance des déesse. Elle ne joue donc pas la carte de masculiniser le pouvoir, et l'entourage de jeune Ptolémée XIII va faire en sorte qu'éventuellement, ben là, il y a une guerre civile qui va éclater entre les deux parce que il a peur qu'elle garde le pouvoir, qu'il ne puisse pas vraiment régner, et c'est ce qui a fait en sorte que Cléopâtre, et ça c'est un peu flou, parce que là, il faut comprendre que ce que je vous raconte là nous est connu beaucoup par des sources de l'époque romaine et des Romains, à une époque où on n'aimera pas Cléopâtre, alors, bon, il y a quand même des données sur lesquelles on a des incertitudes, on n'est pas certain, mais on sait qu'elle va s'en aller en exil, elle va devoir quitter l'Égypte. Et c'est dans ce contexte-là qu'on arrive au tournant des années 50 avant notre ère. Jules César finit la guerre des Gaules. César veut le pouvoir unique sur l'Empire romain, il veut la fin de la République, il réalise que ça ne fonctionne plus. Il n'est pas le seul à penser ça. Son ancien ami, maintenant ennemi Pompée, est dans cette lignée aussi. Donc les deux hommes s'affrontent et Pompée va perdre contre Jules César et fuir en Égypte pensant trouver un allié chez Ptolémée XIII. Et donc le jeune souverain, qui est on va dire un adolescent maintenant, a tellement peur de l'arrivée de César en Égypte qu'il décapite Pompée. Et quand César arrive en Égypte, on va lui remettre la tête de son ancien ennemi, ce qui va mettre Jules César dans une furie pas possible. Pourquoi? Il voulait, comme dans l'Iliade, affronter son ennemi mano à mano, homme à homme, un peu comme Alexandre aurait rêvé d'affronter Darius, même chose, et ça n'est pas arrivé. C'est un rendez-vous manqué. Alors, Jules César va vraiment être fâché et on va avoir, des combats, en fait, à Alexandrie. Jules César veut se venger, en fait, de ça. Oh mon Dieu, c'est ça de la masculinité fragile? Oui, un peu, mais je te dirais ici, c'est comment te dire, du rêve brisé, l'idée de se battre entre hommes et de vraiment déterminer lequel des deux est le meilleur. Ça n'arrive pas parce que le petit ado a décidé de faire décapiter Pompée, puis Jules César perd un peu son combat final qui aurait vraiment fait de lui un maître. Ben oui, mais il aurait peut-être perdu. Il est-tu conscient de ça? Peut-être. Ben oui, c'est sûr que César était conscient de ça, mais il avait très, très confiance en ses capacités, je te dirais. Mais ça a déjà été un de ses amis, donc il y a un peu de ça aussi. Tu sais, on ne digère pas, en fait, qu'un petit roi comme ça, égyptien, décapite un grand général romain comme Pompée, qui est quand même un homme d'exception aussi dans la politique romaine. Alors, c'est comme ça que Jules César arrive en Égypte, qu'il va y avoir des combats, dont la fameuse bataille
bataille d'Alexandrie qui fait que la bibliothèque brûle en partie et qu'il y a une grosse partie du savoir de l'Antiquité qui est partie en fumée. Et c'est là où c'est un peu flou, mais on sait que Cléopâtre s'arrange pour rentrer en Égypte en douce. Faut pas qu'on le sache. Elle était supposée être en exil où elle va demander l'aide de César pour redevenir reine d'Égypte de manière officielle et que son jeune frère disparaisse de la carte quand même assez rapidement. Et là, c'est sûr que si tu veux en faire une séductrice et que tu veux nuire à son image, tu vas inventer le fait qu'elle va se faire dérouler nue dans un tapis pour plaire à César, qui était plus porté vers les hommes que les femmes à l'époque. Ah, ça, je savais pas. Ouais, d'ailleurs, on disait de Jules César qu'il était l'amant de toutes les femmes, mais la putain de tous les hommes. Donc, il couchait avec qui ça servait le plus, homme ou femme. C'était pas vraiment important. Donc ça, c'est pas vrai qu'elle s'est fait dérouler dans un tapis. On pense pas. Je veux dire, quand tu regardes ses actions politiques, quand tu regardes ce que cette femme-là a fait, elle aurait certainement pas utilisé la sexualité pour réussir à se faire placer sur le trône, parce que c'est une façon de diminuer le pouvoir, en fait. Tu peux pas miser là-dessus pour gérer un royaume aussi vaste et aussi puissant que l'Égypte, là. Alors, c'est sûr que ce sont des discussions qu'il y a eu entre elle et César, détestant le jeune Ptolémée de toute façon, et le trouvant dangereux, va évidemment mousser pour que Cléopâtre prenne le trône. Ce qui fait qu'effectivement, le jeune Ptolémée XIII va disparaître, va mourir, et Cléopâtre va finir par devenir la reine. Il va mourir ou il va se faire assassiner? C'est pas clair, mais il est sûrement mort assassiné. Je veux dire, c'est pas clair. C'est comme je te dis, j'aime bien faire attention à ces choses-là parce que les sources qu'on a sont tellement minimes, c'est tellement pas assuré que ça soit passé comme ci ou comme ça, que des fois, vaut mieux faire attention. Peut-être qu'un jour, on trouvera un papyrus qui nous donnera des explications supplémentaires. Mais grâce à César, Cléopâtre va vraiment devenir officiellement souveraine de l'Égypte. Et c'est sûr que là, il y a relation entre les deux. Quand on regarde les relations qu'elle a eues avec les deux hommes politiques romains, avec César, ça semble être plus, je dirais, une union de convenance. Ils s'aident tous les deux. Mais César, il a l'air de quoi? Parce que moi, j'ai juste le César d'Astérix, là, qui est vieux. Il est pas loin de la réalité. Non, t'es pas loin de la réalité. Oui, surtout à cette époque-là. Je veux dire, il meurt en 44 avant notre ère. Quand on regarde un peu les bustes, les pièces de monnaie, vers cette époque-là, il y a moins de cheveux. Il y a déjà quand même pas mal de rides. César est un homme mature, là, je veux dire, à l'époque. Donc, il est pas si loin de ce que tu vois dans Astérix, lui, contrairement à Cléopâtre. Dans Astérix et Cléopâtre. César est plus proche de la réalité dans le dessin que la reine elle-même. Ça donne quand même un enfant, cette union-là. Et ça aussi, dans les sources, des fois, il y a un peu de confusion. Est-ce que le fils est né, parce qu'ils ont un fils ensemble. César n'a pas eu d'autres enfants, en fait, légitimes. Mais attends, ils sont mariés? Cléopâtre et César sont mariés? Pas du tout. Non, César a une autre épouse. Mais à l'époque, à Rome, c'est pas grave. Ça, le mariage, c'est politique. Tu peux avoir des amants et des amantes en dehors. Mais elle va volontairement appeler cet enfant-là Césarion pour montrer aux Romains, regardez, l'héritier de César, moi, je l'ai entre les mains, là. Et donc, faites attention avant de vouloir faire la conquête de l'Égypte, qui est effectivement un territoire qui est convoité parce que, grâce au cru du Nil, des fois, l'Égypte peut aller dans certains secteurs jusqu'à 3 récoltes céréalières par année. Donc, quand il y a des catastrophes naturelles en Italie, quand il arrive des choses pas le fun, c'est sûr que l'Égypte peut devenir vraiment intéressante. On aimerait mieux pas avoir à acheter son blé, mais plutôt à le posséder. Donc, il y a vraiment une convoitise de l'Empire romain pour cet immense territoire-là, qui est très riche du point de vue de l'agriculture. Cléopâtre tient quelque chose de vaste. Et son rêve à elle, c'est de refaire l'Empire d'Alexandre, puis fuck Rome, c'est moi qui vais dominer le monde. Mon genre de femme. Oui, on va jouer bien vite dans une guerre politique et une guerre d'ego avec Cléopâtre dans ce contexte-là. Voilà, donc avec César, oui, ça donne un fils, mais César et Cléopâtre semblent avoir eu une union qui était beaucoup plus une entente politique, diplomatique. César, ça lui permettait d'avoir un pied à terre en Égypte et qui est quand même un territoire important pour avoir une communication avec le monde oriental de l'autre côté de l'Italie et d'avoir des alliés de ce côté-là. Les alliés de l'Égypte peuvent devenir ses alliés pour lui devenir l'empereur, ce qu'il ne sera pas. Jules César devient dictateur à vie en 44 avant notre ère, le pouvoir unique. Mais là, c'est pas dictateur comme nous, on connaît dictateur. C'est supposé être un pouvoir d'habitude de 6 mois pour régler les problèmes. Là, ça va plus bien, le système politique à Rome. On lui donne la dictature au départ pour 10 ans, puis à un moment donné, il fait tellement bien sa job qu'on lui donne à vie en 44, ce qui fait que beaucoup de gens qui aimaient un système plus républicain où il y avait un partage des fonctions vont évidemment faire ce complot qui va mener à l'assassinat de Jules César le 15 mars 44 avant notre ère, aux ides de mars. Les ides de mars, ça veut juste dire la moitié du mois. C'est ça que ça veut dire. Par Brutus. Brutus qui le poignarde. Entre autres. Il n'y a pas juste Brutus qui l'a poignardé, mais il fait partie du lot. Et il fait partie du complot. Oui, César a reçu beaucoup de coups de couteau, là. Ça y a été quand même allègrement. Ah ouais? Il était très mort. On pouvait pas vraiment douter de ça.
après le nombre de coups de couteau qu'il semble avoir reçus sur les marches du Sénat. Ouais. Donc, Cléopâtre, tu vois, là, il y a des flous dans les sources. Est-ce qu'elle était à Rome? Est-ce qu'elle venait de partir quand il est mort? C'est pas clair, mais bon. Mais elle a pas baigné dans son assassinat. Non, pas du tout, elle a aucun lien. Non, en fait, c'est une tragédie un petit peu pour elle, ça, parce qu'elle perd un allié important, et sa crainte, maintenant que César est mort, c'est que les Romains cherchent à faire la conquête de l'Égypte. Elle ne veut pas ça. Et c'est un peu dans ce contexte-là que, notre Jules César a laissé son héritage à son petit-neveu, qui est Octave. Césarion, bon, encore une fois, il y a un flou sur sa date de naissance. Est-ce qu'il était né quand César est mort ou pas, parce qu'il n'a pas été reconnu officiellement par César. Enfin, Césarion, en tout cas, ne reçoit rien. C'est Octave qui va recevoir la fortune de Jules César, qui est un homme très, très riche à l'époque. Et l'exécuteur testamentaire de Jules César, c'est son meilleur ami, le général Marc-Antoine. Alors, Marc-Antoine qui, lui et Octave, entre autres, vont recevoir des pouvoirs exceptionnels pour essayer de solidifier les frontières de l'Empire romain, parce que là, comme la politique va moins bien, il y a des gens qui essaient de faire des conquêtes sur les territoires de l'Empire ou qui essaient de se libérer de la puissance de l'Empire romain. Donc, on les envoie un peu partout pour régler les problèmes. Et Marc-Antoine s'en va du côté de l'Orient, donc à l'est de l'Italie. Et c'est comme ça qu'il reçoit une invitation de la reine. Et de ce qu'on en sait, elle l'a rencontré sur l'eau, sur un bateau absolument magnifique. Marc-Antoine est accro à l'argent et au luxe et au party. C'est un Romain de son époque. Donc, elle a bien joué ses cartes quand elle l'a reçu. Oui, parce que là, il va la voir arriver sur cette espèce de bateau magnifique. Et c'est sûr que les peintures, le style oriental va devenir populaire au 19e siècle, là, évidemment, elle est magnifique, Cléopâtre. Tu sais, elle est séductrice à l'os. Alors que dans les faits, bon, oui, elle veut le séduire avec son opulence, avec la richesse de l'Égypte. Mais à la différence d'avec César, ce qu'on réalise, c'est que très vite, c'est une histoire d'amour qui existe de ce côté-là. Ça donne 4 enfants. C'est une union qui est très, très solide. 4 enfants, ce qui est quand même notable. Et Cléopâtre va régner avec Césarion conjointement aussi. D'ailleurs, quand son frère, Ptolémée XIII, était décédé, bon, il y a un autre jeune frère dans le lot qui a comme été un peu associé au trône là, dans tout ça. Mais Césarion va devenir officiellement comme le supposé successeur du trône après la mort de Cléopâtre. Il y a tout ça qui se met en place. Et c'est une union vraiment d'amour. Et Marc-Antoine est beaucoup, séduit aussi par les folies de Cléopâtre. On va beaucoup parler de la vie inimitable en ce qui la concerne, où souvent ils vont se déguiser en gens du peuple, puis ils vont aller dans les bas-fonds d'Alexandrie, puis ils vont aller faire des mauvais coups. Ils vont se lancer des défis, en fait, assez rigolos, mais assez impressionnants pour qu'une reine décide de se déguiser en femme du peuple, qu'elle soit pas reconnue, puis qu'ils fassent des mauvais coups un petit peu dans les rues d'Alexandrie ou des choses comme ça, où ils vont se défier dans des banquets, lequel va faire le repas le plus inusité ou des choses comme ça. Donc, ils ont du plaisir aussi, je te dirais, au-delà de ça, mais ça fait en sorte que leur union est non seulement solide, mais Marc-Antoine, évidemment, ne voit pas l'intérêt à ce que Rome fasse la conquête de l'Égypte. Il voit l'Égypte peut-être de plus en plus comme étant le royaume qui devrait peut-être gérer un vaste territoire en Méditerranée. Et ça va donner ce qu'il faut à Octave pour dire aux Romains, regardez la trahison et regardez cette femme-là, elle a séduit 2 de nos plus grands généraux. C'est une sorcière. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec ça. Elle est dangereuse. Et c'est là où la propagande dans la littérature latine nous nuit, parce qu'on va la présenter comme ça. Est-ce que Marc-Antoine et Cléopâtre sont mariés? Et ma deuxième question, c'est comment le peuple égyptien voit la relation de Cléopâtre avec un étranger? On pense que c'était du moins un mariage secret, là, je veux dire, entre eux, en tout cas, il semble avoir eu une façon là, d'officialiser le fait qu'ils étaient un couple. Ils ont quand même eu, comme je t'ai dit, 4 enfants en lien avec tout ça, dont des jumeaux. Mais tu sais, on n'a pas de preuves formelles, on n'a pas de documents qui attestent d'un mariage à l'époque, mais c'est parce qu'il faut dire aussi que dans le monde romain, plus particulièrement, le mariage, ça peut juste être dire, vous êtes un couple, puis vous êtes ensemble, puis c'est fait. T'sais, on n'a pas besoin de cérémonie ou de choses comme ça. Souvent, donc, c'est pas très clair, mais de par leur vie de couple, dans les faits, c'est comme l'équivalent d'un mariage. Pour le peuple, c'est plus difficile, parce que c'est sûr que le peuple est souvent anonyme et n'écrit pas beaucoup, donc on manque souvent de documentation le concernant, mais de ce qu'on en comprend, parce que Cléopâtre s'adressait à son peuple en égyptien, c'est la première des souveraines chez les Ptolémées qui parlait la langue du peuple. Et ils parlaient quoi, les autres?
le grec. Ça faisait près de 300 ans qu'il n'y avait pas un souverain qui ne s'était pas exprimé au peuple dans leur langue. Alors, Cléopâtre, elle est quand même très appréciée pour ça. Et elle est très proche de son peuple. Elle communique beaucoup avec son peuple aussi. Quand il y a des problèmes de crue du Nil, des sécheresses, elle est très proactive. Ça fait partie des documents administratifs qu'on a d'elle, d'ailleurs. Donc, ça semble quand même passer dans ce sens où Marc-Antoine semble vraiment aimer l'Égypte et aimer la reine. Donc, pour les Égyptiens, ça ne semble pas nécessairement être un problème majeur. Par contre, c'est sûr que là, il y a toujours cette crainte que là, les Romains, qu'il y a une guerre avec Rome, et elle va arriver, cette guerre-là. Donc, ça devient une guerre où Octave et Marc-Antoine vont s'affronter pour savoir lequel va devenir le chef. Et dans le fond, est-ce que c'est Rome ou l'Égypte qui va dominer un empire méditerranéen? C'est un peu ça qui est en train de se dessiner. Mais c'est surtout une guerre entre Octave, Marc-Antoine et Cléopâtre. Ça éclate, je te dirais, c'est sûr qu'on pourrait avoir plusieurs dates, mais les années 33-32 avant notre ère sont vraiment décisives dans tout ça. En septembre 31 avant notre ère, c'est la flotte. En fait, c'est une bataille navale. On appelle ça la bataille d'Actium au mois de septembre. On est dans le monde du côté de l'Égée, on est du côté grec. Il y a une bataille navale et pourtant l'Égypte a vraiment une super flotte à l'époque, mais ce sont les Romains qui l'emportent et Cléopâtre et Marc-Antoine rentrent en Égypte, savent très bien que là ils ont perdu, qu'Octave va prendre l'Égypte. L'Égypte va devenir une province romaine. Ils savent que c'est terminé, mais pour ne pas faire paniquer la population, ils vont dire qu'ils ont gagné, donc ils mentent au peuple, de ce qu'on en sait en tout cas. Et Octave va arriver à Alexandrie pour réclamer son dû et c'est sûr que là, c'est là où ça devient très shakespearien et si vous cherchez les influences de Shakespeare pour Roméo et Juliette et tout ça, c'est là. Et c'est dû aux auteurs romains beaucoup, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas sûr du cours des événements et exactement de ce qui s'est passé à partir de ce moment-là. Ah, mais Cléopâtre, elle a tellement une mort tragique, elle a tellement une mort de roman. Et voilà, c'est peut-être pas la vraie. Ça peut se ressembler, mais c'est peut-être pas tout à fait celle qu'on a en tête et que les gens, justement, qui vont faire les tableaux à l'époque de l'orientalisme au 19e siècle, disons qu'ils ont beaucoup romantisé tout ça, puis Elizabeth Taylor et tout le kit avec le film Cléopâtre, ça y va au toast, là. C'est assez impressionnant. Dans les faits, pour faire une histoire courte avec quelque chose qui peut être très, très complexe, de ce qu'on sait, Cléopâtre va s'isoler dans son palais, ou un palais tombeau. Tu vois, c'est là où on a des flous aussi sur le type de bâtiment. Et ce qu'on sait, c'est que dans une confusion, Marc-Antoine a appris qu'elle s'était suicidée, ce qui n'était pas le cas. Donc, Marc-Antoine aurait essayé de mettre fin à ses jours. Marc-Antoine aurait été porté à Cléopâtre, là où elle se trouvait, parce qu'elle était sous garde romaine, parce que là, Octave, ce qu'il veut, c'est la parader dans les rues de Rome pour qu'elle soit lapidée publiquement. Et Cléopâtre, c'est sûr qu'elle n'a pas l'intention de finir ses jours à 39 ans comme ça. Ben non, mais c'est sûr que le peuple va pas la lapider s'il l'aime. À Rome? Non. À Rome, ils vont la lapider. En fait, il veut l'amener à Rome. Elle est en Égypte. J'avais manqué ce bout-là. Je pensais qu'il voulait la faire lapider en Égypte. J'étais comme, t'as pas compris, Octave, là. Mais c'est moi qui avais pas compris. Ce qu'il veut, c'est l'amener en bateau et l'amener à Rome où elle serait lapidée par le peuple qui la déteste énormément. Et c'est sûr que Cléopâtre ne laissera jamais ça se produire. Donc, dans ce flou de ce qu'on en comprend, c'est très romancé par les auteurs latins à l'époque. Là, je fais une histoire très courte avec quelque chose qui est terriblement complexe, mais le but, c'est de rendre ça accessible. De ce qu'on en sait, donc, elle aurait eu Marc-Antoine dans ses bras au moment où il était sur le point de mourir et que lui a réalisé qu'elle était encore en vie. Donc, Marc-Antoine meurt et Cléopâtre, donc, vient de perdre son amoureux. Mais de toute façon, elle sait très bien qu'il n'est pas question qu'elle arrive à Rome pour se faire lapider. Octave ne la fera pas sortir d'Égypte, elle va mourir en Égypte. Il faut comprendre qu'à l'époque, Cléopâtre connaît très bien les poisons. D'après les sources, évidemment, qui en ont fait une sorcière, elle testait ça sur des prisonniers de guerre. Mais c'est une époque où on connaît l'arsenic depuis très, très longtemps et quand on veut se suicider, c'est le choix parce que l'arsenic, c'est rapide, c'est pas quelque chose qui est trop souffrant et ça se passe très bien. Alors, c'est sûr que quand vous voulez faire d'une femme une sorcière et que vous voulez miser sur sa sexualité comme ayant été son atout, vous allez plutôt inventer une histoire où elle va choisir volontairement la pire souffrance au monde qui est de se faire mordre par un serpent. Je veux dire, un aspic ou un cobra, peu importe le serpent, là, je sais pas, mais allez voir des documentaires ou regarder des films qui se passent en Afrique, c'est toujours tragique quand quelqu'un meurt mordu par un serpent, c'est dégueulasse. Tu sais, c'est une souffrance extrême, puis la broue vous sort de la bouche, puis tout le kit. Cléopâtre n'aurait jamais choisi ce genre de mort. Mais parce que c'est ça, moi, que j'avais lu, là, qu'elle est allée dans son jardin le soir en ayant dit bye à ses suivantes, puis qu'elle a mis la main dans un panier, puis qu'elle s'est fait mordre par un aspic,
puis que là, elle est morte. Ça, c'est pas ce qu'on a dans les sources. Ça, je sais pas d'où tu as dû le prendre dans un roman, celui-là. Ah ben oui, clairement. OK, clairement. Là. Les sources nous parlent plus du fait que Cléopâtre, elle est gardée. Là. Octave ne veut pas qu'elle se suicide. Elle est vraiment sous bonne garde. La légende que les auteurs romains vont nous donner, c'est qu'il y a un paysan qui vient lui porter un panier de figues, puis là, les gardiens romains à l'extérieur regardent effectivement des figues, mais dans le fond du panier, il y a un cobra, un serpent aspic, qui va permettre à Cléopâtre et ses suivantes de se suicider. Mais c'est ça que je te dis, dans les faits, on sait très bien que ce qu'elle a reçu, peu importe les moyens, où elle devait déjà avoir ça sur elle, c'est de l'arsenic. Personne ne choisirait un serpent, puis encore là, tu sais, pourquoi le serpent te mordrait au sein plus particulièrement. T'sais, ce sont des symboles qui sont faits pour en faire une traînée, une putain dans la mémoire collective pour être sûr qu'on est taché sans son histoire parce qu'elle fait chier. Elle meurt, elle ne se rend pas à Rome, elle ne sera pas lapidée pour Rome. Et ça, pour Octave, là, c'est un coup bas. Là. Il va la détester pour ça. Alors, à un moment donné, Octave comprend qu'il se passe quelque chose. Ils vont arriver au palais et Cléopâtre est déjà morte. Et il reste une de ses suivantes qui essaie de lui ajuster son diadème sur la tête et elle s'effondre et d'après la description de la suivante, elle meurt tout doucement. C'est pas le résultat d'une morceau de serpent, ça, où tu craches, là, avec de la boue, puis t'étouffes. Bon, tu sais, on s'entend, là. On n'est pas du tout dans la même description. D'où pourquoi, et j'adhère à cette hypothèse, Cléopâtre n'aurait jamais choisi ce genre de mort violente et très souffrante-là. L'arsenic est le meilleur choix pour un suicide, surtout pour une femme de son rang. C'est ce qui lui a permis d'être très belle, d'être bien mise, parce que sinon, elle aurait eu le visage, tu sais, elle serait morte en rigor mortis, toute figée, puis toute crispée avec de la broue, tu sais. C'est pas la description qu'on a quand Octave arrive. Ce qui rend la Cléopâtre si mystérieuse par rapport à tout ça, c'est que les sources sont tellement pauvres qu'on ne sait pas ce qui arrive après. Est-ce que, bon, elle est sûrement inhumée dans son tombeau, on est à Alexandrie, est-ce que ce tombeau-là est tombé dans la mer Méditerranée avec, en fait, tous les corps des Ptolémées, parce que toute cette section-là d'Alexandrie, à cause de tremblements de terre, ça s'est tout effondré dans l'eau. On a des vestiges d'un de ces palais, d'ailleurs, dans la mer Méditerranée à côté d'Alexandrie. Bon, est-ce que c'est ça qui est arrivé? Il y a évidemment plein de monde qui cherche son tombeau partout en Égypte. Parce que son tombeau, on ne sait pas il est où, là. Moi, je te dis, ma théorie, c'est tombé dans l'eau, cela là. On a le palais et les tombeaux des Ptolémées, la Sénat, où était aussi le corps d'Alexandre le Grand momifié. Tout ça, c'est tombé dans la mer, là. Alors, c'est ce qui semble le plus logique. Mais et c'est arrivé l'année dernière, des archéologues, des fois, vont utiliser les grands médias en disant, nous, on pense savoir où est le tombeau de Cléopâtre. Et pourquoi ils font ça? C'est pour avoir des gens qui vont être assez cinglés pour les financer. Des gens qui ont de l'argent qui disent « Hey, moi, j'aimerais ça être celui qui a financé la découverte du tombeau de Cléopâtre. » Fait que, ouais, votre théorie est bonne. Je trouve ça intéressant ce que vous dites. Fait que je vais vous donner de l'argent. Ça arrive à chaque année. Il y a toujours un article qui passe. D'ailleurs, vous allez voir, je les mets jamais. Alors que tout le monde va commencer à partager ça sur les réseaux sociaux. Moi, c'est drôle, un silence radio. J'embarque pas là-dedans. C'est comme Alexandre le Grand. Quand quelqu'un dit « Oh, on a trouvé le tombeau d'Alexandre le Grand », je suis comme « Yeah, right. » C'est ça, bon. Fournissez-moi les preuves parce que je n'adhère pas du tout à ça. Je dirais, moi, du point de vue le plus probable, tout ça est effectivement tombé dans la mer Méditerranée avec les tremblements de terre. Toute cette section-là, en fait, n'existe plus, là. Où étaient les tombeaux principaux. Qu'est-ce qui reste de Cléopâtre aujourd'hui? Est-ce qu'il nous reste des sculptures? Est-ce qu'il nous reste des palais, du linge, des bijoux? Des bijoux, non. Du linge, encore moins. Là, pour l'époque, oublie ça. Il nous reste, par contre, des vestiges de son palais qui ont été découverts récemment dans la mer Méditerranée. Donc, depuis la fin des années 90, il y a des fouilles vraiment intéressantes dans l'eau autour d'Alexandrie qui nous permet on a trouvé le phare, on a trouvé plein de choses, dont les vestiges d'un palais de Cléopâtre. Donc, c'est super intéressant. On a beaucoup de sculptures et de bas-reliefs d'elle un peu partout en Égypte, où elle est souvent représentée sous les traits de la déesse Isis, avec la coiffe de cette déesse-là. On a des pièces de monnaie. Ça, on en a pas mal quand même frappées à son effigie, ce qui, encore une fois, nous confirme que c'est pas Monica Bellucci, là, je veux dire, au niveau de l'apparence. Et on a un papyrus probablement signé de sa main. Et ça, j'ai travaillé là-dessus et je fais partie de celle qui dit c'est sa signature. J'en suis convaincue. Donc, ça s'appelle le P. Bingen parce que quand vous avez P. Bingen, c'est le nom de la collection de papyrus. C'est le numéro 45. Et ça, c'est un papyrus qui était dans un cartonnage de momie. Parce que quand on faisait, rendu à l'époque grecque et romaine, des cercueils, le bois coûtait très cher. On utilisait le vieux papier, le vieux papyrus qu'on compactait, on collait en plusieurs couches pour faire du carton. Et c'est dans un cartonnage de momie qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de papyrus avec de l'écriture dessus et que l'université de Leiden, on est
est aux Pays-Bas, a conservé ces papyrus-là. Et à un moment donné, vous avez un chercheur qui s'appelle Peter Van Minnen, qui a été le premier à lire ce document qui est fendu au milieu. Donc, le document n'est pas complet, mais presque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est de l'époque de Cléopâtre. Il est daté, le document. On sait que là, il y a un Romain qui se fait octroyer un droit de commerce et d'échange avec l'Égypte. Et ce qui est intéressant, c'est que le document est écrit dans une main d'écriture, mais à la fin, en grec ancien, on a l'équivalent de qu'il en soit ainsi. Le document n'est donc pas signé. Il y a une seule personne qui peut signer quelque chose comme ça sans mettre son nom, mais avec sa main d'écriture, et c'est la reine. Alors, je fais partie de celle qui dit, on a probablement ce petit mot qu'il en soit ainsi, probablement de la main même de Cléopâtre. On aurait ça. Si on a raison. Wow! C'est incroyable! J'avoue que moi, je pensais qu'elle signait juste Cléopâtre. Là, mais... Non, mais c'est comme Marie-Antoinette ou des choses comme ça. Ces gens-là, l'affaire du collier de Marie-Antoinette, elle n'aurait jamais signé Marie-Antoinette de France. Oui, c'est ça que j'allais dire. Elle est reine, elle n'a pas à signer quelque chose comme ça. Bon, c'est la même chose pour quelqu'un comme Cléopâtre. La plupart de ces souverains-là n'avaient pas à signer leur nom parce qu'après ça, quand c'était un édit en particulier, c'était de toute façon copié à la main pour toutes les régions d'Égypte. Et ici, c'est un document que le Romain devait porter sur lui. Donc, juste le fait que la main d'écriture soit différente avec qu'il en soit ainsi, c'était probablement assez pour témoigner là, que Cléopâtre lui octroyait des... Il y avait juste elle, en fait, qui pouvait accorder des pouvoirs aussi exceptionnels à un Romain en Égypte à l'époque. Donc, du moins, c'est ma théorie, mais on entre dans... Oui, c'est ça, je veux pas te starter, là. Il y en a qui vont peut-être contester, mais bon, moi, je crois qu'on a probablement, en fait, le seul document pour l'instant qui porterait un mot signé de sa main. C'est fou. À chaque fois que tu me parles de recherche archéologique puis de découverte, puis j'en reviens pas comment l'archéologie, c'est de la chance. Souvent. Ben oui. Puis ici, c'est même pas de l'archéologie, c'est qu'on a détaché des vieux papyrus. Il y en a qui ont... Tu sais, souvent, c'est parce que ça parle d'impôts, de choses comme ça, fait qu'on les jetait puis on en faisait du carton. C'est comme nous autres, on recycle n'importe quel papier, tu sais, tes factures de bureau en gros, etc. Tu sais, je veux dire, Hey, imagine, dans 500 ans, ils retrouvent genre un de mes travaux du cégep en philosophie. Genre... Comme, oh mon Dieu, c'était un génie, cette femme! Peut-être qu'ils vont plus se dire, eh boy, elle comprenait pas grand-chose. Ben voilà, tu sais pas qu'est-ce qui va rester de nous plus tard. C'est ça la beauté de la chose. On fouille souvent les déchets. Les papyrus qu'on a souvent, c'est les déchets. Fait qu'on a beaucoup des reçus d'impôts, des trucs commerciaux. Mais là, on avait un document qui probablement le Romain en avait plus besoin ou était mort ou autre, ou c'était peut-être une copie. Puis ça s'est retrouvé justement dans une décharge. Puis ça a été utilisé pour faire du carton. Là. Okay, ici, c'est même plus de l'archéologie, c'est de la papyrologie, mais de la papyrologie où on commence à lire le document, on le date et tout ça, on fait comme wow, il y en a pas beaucoup de l'époque de Cléopâtre. Oh, il y a une signature différente au bas. Oh, et là, les historiens entrent là-dedans après ça, justement, pour essayer de le contextualiser, pour dire est-ce qu'on aurait effectivement un document qui aurait pu être signé par Cléopâtre. Puis, un coup que Cléopâtre est morte, là, comme c'est Octave qui était rendu en Égypte, est-ce qu'il a décidé de comme tout raser, qu'est-ce qu'elle avait fait, d'effacer son histoire, ou il a gardé? On n'est pas entré dans la damnation mémoriae du tout, parce qu'il faut dire qu'elle était aimée du peuple et Octave va faire de l'Égypte quand même une province romaine. Il faut qu'il fasse attention à comment il va se prendre. Déjà qu'il met la main sur le trésor des Ptolémées, lui qui était déjà riche avec la fortune de César. Octave, là, c'est quand même retraite dorée jusqu'à la fin de tes jours, puis il est super jeune à l'époque. Ça va super bien. Non, il a quand même fait attention. Son but, c'était elle qui aurait voulu justement voir mourir, mais d'effacer son nom, toutes ses sculptures. C'est sûr qu'il y en a qui ont été détruites, mais ça n'a pas été systématique. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même des objets de son règne. Là où il a été plus sévère, les filles de Cléopâtre et Marc-Antoine ont été envoyées à l'étranger pour être mariées. Il n'a pas tué les filles, mais Césarion est exécuté. Césarion, de ce qu'on en sait, s'est fait décapiter parce que pour Octave, c'est la menace directe. Il est le fils de César et il ne veut pas que le peuple romain qui aimait César énormément se dise c'est lui le successeur de César et c'est lui qui serait le premier empereur de Rome. Parce qu'Octave, qu'est-ce qu'il va réussir à faire après en rentrant? C'est trouver un compromis institutionnel avec le Sénat pour dire oui, j'accepte de vous aider à gérer l'Empire. Je touche pas à la République pour gérer Rome et l'Italie, c'est énorme, mais donnez-moi des pouvoirs exceptionnels pour gérer l'Empire. Et il est dans les faits
fait le premier empereur. Même s'il ne voudra pas emporter le titre, Octave devient ce que César aurait aimé être, premier empereur, et c'est le début de l'époque impériale avec lui, là. Alors, il y a d'autres choses, je dirais, dans sa tête que de commencer à effacer partout tout ce qui traîne de Cléopâtre en Égypte, là. De par mes recherches, mais surtout, qu'est-ce qu'il fait de plus concret au début? Il s'intéresse surtout à restructurer tous les systèmes d'irrigation, s'assurer que l'eau fonctionne partout. C'est les ingénieurs qui arrivent en premier, en fait, parce que pourquoi Rome veut l'Égypte? C'est l'agriculture, c'est la production céréalière, et pour ça, il faut que les systèmes hydrauliques fonctionnent. Donc, la priorité était de ce côté-là, en fait. Est-ce qu'il y a encore des descendants de Cléopâtre qui existent aujourd'hui, s'il a laissé ses filles en vie? Très flou, peut-être pas aujourd'hui, mais il y a eu quand même, effectivement, là, des bouts de lignée de Cléopâtre. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est très difficile là, de pouvoir remonter jusque-là, ça se mélange trop. Mais c'est sûr qu'au moins, oui, il y a quand même, par ses filles, elle et Marc-Antoine ont quand même vécu pendant au moins quelques générations par la suite. Mais c'est ça, l'histoire, ce qu'elle fait, c'est que, bon, à un moment donné, on ne parle plus d'elle parce que les Romains en ont fait une traînée, un monstre, etc. Puis une fois qu'elle est morte, je veux dire, on ne veut pas que son aura brille. Mais quand on redécouvre les textes anciens, surtout à l'époque de la Renaissance, qu'on se réintéresse au latin et au grec et qu'on se met à retraduire ces textes-là, Cléopâtre devient super intéressante et ces auteurs latins-là qui ont romancé justement son histoire, ben les hommes qui vont commencer à traduire ça vont se dire, bon, ben, si elle a séduit César et Marc-Antoine, elle devait inévitablement être belle. Et c'est comme ça que, on va commencer à parler du nez de Cléopâtre, qu'on va inventer plein de choses qui n'ont aucun lien avec la réalité, parce qu'on fantasme sur le fait que cette femme-là, pour avoir séduit ces deux hommes-là, ne pouvait qu'être la plus belle femme au monde. Elle pouvait pas être intelligente. Elle pouvait pas. Ça arrivait très bas dans les priorités. Et le côté tragique de cette histoire avec Marc-Antoine, ben c'est sûr que pour un Shakespeare rendu justement à l'époque élisabéthaine, on est en pleine Renaissance, c'est la manne, puis je veux dire, ça va inspirer donc toutes ces tragédies à la Roméo et Juliette et Antoine et Cléopâtre et tout ça de Shakespeare. Ça va avoir quand même une portée très grande. Et comme je te dis, au 19e siècle, avec l'arrivée du romantisme et de l'orientalisme aussi, Cléopâtre devient un sujet de peinture surtout, où inévitablement, elle est très belle, habillée dans des vêtements toujours super ajustés, super sexy, alors que les chitons à l'époque sont pas aussi ajustés que ce qu'on vous montre dans les peintures orientales. En fait, c'est très loose comme vêtements, même si c'était une reine. Donc, évidemment, on a un portrait aussi du point de vue de son habillement et tout ça quand même assez faussé, où Elizabeth Taylor le jouait à la 100%. Là, je veux dire, on a joué sur les clichés avec le film Cléopâtre, donc ça va très loin de ce côté-là. Fait que c'est venu cristalliser, je te dirais, malheureusement, un petit peu toute cette image-là, même si on a essayé, par contre, au cinéma et tout ça, de montrer la femme intelligente qu'elle pouvait être, reste que quand tu mets Elizabeth Taylor en Cléopâtre... Ouais, il y a un petit amalgame qui se fait facilement. C'est ça, la tragédie l'emporte quand tu fais un Astérix et Cléopâtre et que... Qu'on apporte mon goûteur! Qu'on lui donne cette voix et on lui donne plutôt le côté de femme intelligente, mais qui... il y a une petite compétition entre elle et César dans Astérix et Cléopâtre. Astérix et Cléopâtre, là-dessus, au moins, n'en fait pas une nunuche, au contraire, mais avec cette espèce de petite voix, puis cette espèce de côté malicieux. Vous allez manger par des crocodiles! Bon, ben, c'est ça. Ça a teinté aussi un peu l'imaginaire qu'on avait de Cléopâtre. Je veux dire, le film avec Monica Bellucci, ben là, c'est la totale, là, tu sais, je veux dire, Monica Bellucci en Cléopâtre. Quand elle se lève, puis on voit sa craque de fesses, là, tout le monde se souvient de ça, voyons donc. Et donc, de ce qu'on en sait, elle n'avait pas de lion qui dansait. Ah, ça, je suis déçue quand même. Est-ce qu'elle faisait des bains de lait? Oui, ben ça, on a une idée. C'est parce que souvent, c'est fou comment on la récupère aussi du point de vue des instituts de beauté partout, le Cléopâtre. Elle, puis Néfertiti, là, du côté de l'Égypte, c'est comme... le legs est très, très lourd. On a une petite idée je te dirais, des produits de beauté à l'époque, mais de dire que c'est juste Cléopâtre et tout ça, il faut faire vraiment attention. Mais effectivement, le lait d'ânesse en particulier, encore aujourd'hui, on fait des savons avec ça. C'est réputé pour les propriétés hydratantes. Donc oui, ça, c'est pas mal certain que pour une femme de son rang, on allait avec les bains de lait parfumés avec du miel, entre autres, parce que ce sont tous des produits qui sont bons pour la peau, qui sont hydratants. Le miel aussi peut servir à faire des espèces de boules de sucre aussi pour l'épilation, pour adoucir la peau. Tu sais, c'est des produits naturels qui existent depuis très longtemps. Il n'y a pas juste Cléopâtre qui a utilisé ça. Elle avait en fait un régime de beauté d'une femme de son rang, mais elle n'était pas la seule autour de la mer Méditerranée à faire ça, là. En terminant, Evelyne, qu'est-ce que tu veux rajouter sur Cléopâtre, là? Je te donne carte blanche, tu peux dire ce que tu veux.
C'était probablement un des plus fins esprits politiques de son époque, mais c'est quelque chose qu'on a masqué. La propagande a tellement été bonne du côté de Rome que ça a pris du temps avant que les historiens remettent ça en avant-plan. Et plutôt que de voir justement sa relation avec César en particulier comme étant une relation juste romantique et amoureuse, de voir qu'il y avait une stratégie politique derrière cette alliance-là et qu'elle n'était pas étrangère à ça, là, c'est en train d'être réhabilité. Je trouve que c'est important. Donc, c'était une femme d'État avant tout. Et ce qu'elle avait en tête, c'est protéger l'Égypte. Et ça, c'est pour ça que le peuple ne l'a pas détestée d'ailleurs et qu'elle a quand même eu, je dirais, de ce qu'on en sait, quand même une cote de popularité assez bonne, en fait, dans son pays. Même si c'était une femme qui régnait. Et voilà! J'adore! Tu sais que moi, j'ai il y a une petite place spéciale dans mon cœur pour toutes les femmes de pouvoir. Alors, Cléopâtre, Élisabeth Ière, Catherine de Médicis, tu vois, là, c'est un peu ça, mon brand. Faudrait faire Marie-Thérèse d'Autriche aussi, à un moment donné, qui est tout un personnage. Je l'aime tellement. Marie-Thérèse d'Autriche qui a fait des enfants juste pour pouvoir contrôler l'Europe, là, comme ça a aucun sens. Je l'ai tellement aimée. Mais t'as parlé tantôt aussi de l'affaire du collier avec Marie-Antoinette. Ça aussi, j'aimerais ça qu'on en parle parce que quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Écoute, ça nous prend... Gabrielle, est-ce que ça nous prend une saison 3? Est-ce que c'est ce qu'on est en train je pense qu'on n'aura pas le choix. On n'a pas le choix de l'annoncer. Il y aura officiellement une saison 3. Verra quand on aura le temps de la faire, par contre. Eh oui, puis on prend les sujets, là. Evelyne et moi, on en a déjà noté quelques-uns, mais si vous voulez des sujets pour la saison 3, venez nous écrire. On va essayer de répondre à tout le monde, mais je vous le dis, là, on pourra pas faire 57 saisons, là, un moment donné. Non, je vieillis quand même. Bon. Je vais en oublier des bouts. On va refaire 8 fois un épisode sur la peste. Non, je devrais réussir à me mettre des post-it quelque part en disant « pas la peste ». Bon, ben écoute, Evelyne, sur ce, merci beaucoup de nous avoir partagé tes connaissances. Mon grand plaisir. Et donc, ben on se dit à peut-être, éventuellement, on sait pas quand, une 3e saison. À bientôt! Bye bye!